La catégorie littérature francophone ou écrivain francophone signale que l'écrivain, il est de quelque part qui n'est pas la France hexagonale. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Le français dans tous ses états. Y a-t-il une seule langue française, ou plutôt une mosaïque de langues bien vivantes ? Du créole au québécois, la langue se métisse, évolue, s'enrichit, mais elle est de plus en plus contestée dans l'espace francophone comme instrument politique. Comment faire pour que le français reste une langue vivante, un outil d'échange et non de domination ? Qu'est-ce que la francophonie aujourd'hui et à quoi pourrait-elle ressembler demain ? Hassina Meshaï. La francophonie n'est pas qu'un espace linguistique, elle est aussi un espace littéraire où des rapports de force qui ont peu à voir avec les mots et la culture jouent leur partition. Kawtar Archi est sociologue. Elle a notamment consacré sa thèse à l'étude des trajectoires de consécration des écrivains francophones entre 1950 et 2009. Elle y réfléchissait à la notion d'institution littéraire et aux stratégies d'inclusion ou d'exclusion de ces écrivains dans ce champ littéraire. Quand on dit écrivain francophone, par définition, on ne dit pas écrivain français. Donc on situe l'écrivain et on situe sa production littéraire par rapport à quelque chose qu'on pourrait nommer la francité ou quelque chose qu'on pourrait nommer la blanchité littéraire. Michel Houellebecq, par exemple, ou Frédéric Beigbeder ne seront jamais considérés comme des écrivains francophones. Pourtant, ils parlent la langue française. Mais au vrai, cette catégorie, ce classement ne sera jamais le leur, puisqu'ils sont perçus comme des écrivains nationaux, comme des écrivains non étrangers. Et ça, c'est un point qui me semble être extrêmement important, puisque ça rappelle que la littérature française possède des frontières de classe, bien sûr des frontières de genre. Le destin de la littérature féminine n'est pas le destin de la littérature masculine, mais aussi des frontières de race. Pour la sociologue, être écrivain francophone s'inscrit forcément dans une histoire qui mêle la colonisation, la langue française et une aspiration toute politique à la projection mondiale des valeurs françaises. Dans l'histoire sociale de la littérature française, c'est une littérature qui avait une vocation politique assez importante, c'est-à-dire typiquement représenter la France et représenter sa grandeur, ses valeurs. À la moitié du 19e siècle, par exemple, on peut typiquement parler d'une forme de nationalisme littéraire, au sens où la France se confond avec l'idée de littérature. Et puis on a tendance aussi à considérer que la littérature, avec un grand L, ne peut être par définition que française, de par les expéditions coloniales et les processus de colonisation. C'est une langue qui a essaimé à travers de nombreux empires colonisés. Donc la difficulté qui va se poser pour de nombreux écrivains, les écrivains du Sud global, dans une moindre mesure pour les écrivains du Nord global, si on pense à la Suisse, à la Belgique, au Luxembourg. La lutte, elle va bien consister à parvenir à appartenir à cet espace français. Et ce qu'on peut observer si on s'intéresse à un certain nombre de trajectoires d'écrivains provenant du continent africain, par exemple, c'est que ces écrivains vont avoir d'énormes difficultés à être reconnus comme des écrivains français. Dans ses travaux, Kawtar Archi note ce paradoxe. Si l'espace francophone aspire à transcender et dépasser les frontières, dans l'espace littéraire francophone, d'autres frontières plus insidieuses sont bel et bien présentes. Personne ne franchit ces frontières aisément, et encore moins les écrivains qui font partie des anciens territoires colonisés. Et la maison d'édition Gallimard, elle possède deux collections importantes, deux collections qui, on pourrait dire, ont permis à un certain nombre d'ouvrages d'être connus. C'est la collection blanche, elle porte ce nom-là, et une autre collection qui est la collection Continent Noir.
Et ces deux collections portent malheureusement plutôt bien leur nom, puisqu'au sein de la première, la collection blanche, les écrivains et les écrivaines qui y appartiennent, au sein duquel leur livre est publié, sont de manière surreprésentés blancs, et au sein de la collection Continent Noir, là, les écrivains non blancs sont cette fois-ci bien majoritaires. Et ce qu'on observe souvent, si on observe les évolutions, la manière dont les écrivains circulent entre ces différentes catégories, c'est que les écrivains noirs, non blancs, ont parfois la possibilité d'être déplacés, de circuler vers la catégorie blanche, vers la collection blanche, à partir du moment où ils ont connu un succès public, un succès commercial, ou qu'ils ont obtenu un prix littéraire important. Donc cette simple organisation éditoriale nous fait plutôt penser qu'effectivement, il existe entre la littérature francophone et la littérature française un rapport hiérarchique. Un rapport hiérarchique qui a la particularité de se présenter sous les atours d'un certain esthétisme, d'une certaine manière, entre guillemets, de concevoir l'écriture, de concevoir l'art du roman. Mais c'est important de garder à l'esprit que derrière ces lignes esthétiques, ce sont toujours des frontières politiques et la blanchité. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Monter à sous piwo planche. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Selon cette organisation éditoriale, les écrivains dits francophones ne sauraient écrire sur un autre sujet que l'identité. Un particularisme qui rétrécit leur champ d'action, de création et la réception de leurs livres. Dans de nombreux ouvrages qui ont une dimension didactique, etc., on retrouve une répartition très claire, à savoir l'idée selon laquelle les écrivains francophones ou la littérature francophone, selon ses critiques, ses universitaires, etc., se situeraient du côté du particulier, des peuples ou des populations qui n'ont pas une tradition littéraire séculaire derrière eux, s'emparent tout d'un coup de la littérature pour dire qui ils sont, pour décrire leurs mœurs, pour décrire leurs traditions, pour décrire une expérience particulière, comme l'expérience d'être un indigène, ou l'expérience d'être un noir, ou l'expérience d'être un habitant des Antilles. Et le pendant, c'est l'idée selon laquelle la littérature française, elle, au contraire, ne se situe pas du côté du particulier, voire du particularisme, mais du côté de l'universel, du côté de la totalité, du côté de ce qui exprimerait les règles générales de ce que signifie non pas être un Vietnamien ou être un Algérien, mais ce que signifie être un homme, être une femme, autrement dit être un humain, autrement dit être un Européen. On sait tout ce que les questions d'universalité, d'universalisme charrient comme forme de domination et d'hégémonie. Dans ce double enfermement, il ne reste parfois à l'écrivain que l'espoir d'une reconnaissance hors de cet espace francophone. Et ce chemin passe souvent par les États-Unis. La première condition, c'est que l'ouvrage existe en langue anglaise. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement ardu, puisque si nous traduisons beaucoup d'ouvrages en langue anglaise vers les langues européennes, en revanche, les Américains, eux, traduisent assez peu d'ouvrages en langue européenne vers la langue anglaise. Donc déjà, parvenir à être lu est déjà une épreuve extrêmement difficile. C'est bien pour ça que je parlais de double peine ou de double épreuve littéraire. C'est que pour réussir à être perçu et considéré par le champ national, il faut avoir réussi à accumuler déjà beaucoup de crédits à l'échelle internationale. Il me semble qu'un autre élément qui doit être pris en compte aussi, c'est la question du positionnement, et on pourrait y associer très clairement la question des prises de position politiques des écrivains et des écrivaines. La manière dont l'écrivain ou l'écrivaine en question va réagir aux controverses, aux débats, aux polémiques potentiellement postcoloniales, par exemple, ou potentiellement décoloniales, propres au champ culturel, voire même au champ médiatique, au champ politique
français. Cet espace littéraire francophone fonctionne aussi entre un centre, Paris, et des périphéries, les maisons d'édition des pays francophones. Mais on observe aussi un retour de certains écrivains vers leur langue natale ou leur langue première. Il me semble que ça participe aussi et surtout d'une politisation de l'acte littéraire, au sens où les écrivains ou écrivaines en question peuvent effectivement considérer que leur trajectoire en langue française n'a pas été satisfaisante, ou n'a pas été libératrice, ou n'a pas été émancipatrice, comme ils avaient pu l'espérer au moment où ils ont commencé à écrire dans cette langue-là, et qu'il y a une volonté de revaloriser ce que eux-mêmes, à un moment donné de leur trajectoire, ont pu dévaloriser, ou en tout cas considérer comme une langue secondaire, ou une langue n'étant pas suffisamment digne pour pouvoir être portée comme langue littéraire. Ce qui est extrêmement intéressant, puisque ça révèle encore une fois que s'il y a hiérarchie des catégories francophones et français, il y a aussi une hiérarchie des langues elles-mêmes. Et les deux pôles qui s'opposent, entre guillemets, c'est bien ce pôle des langues européennes. La langue française fait figure de bonne élève parce qu'elle serait la langue de la littérature par définition. Mais on retrouve d'autres langues faites uniquement pour parler, pour se passer le sel ou le poivre, pas faites pour exprimer des émotions, des grandes idées. Et ça, c'est une hiérarchisation de la valeur des langues qui est bien sûr attachée au phénomène de hiérarchisation de la valeur des individus eux-mêmes. Donc ce sont aussi des écrivains qui, à travers cette volonté de retrouver et d'écrire leur langue natale, défient cette hiérarchisation inégale des langues et tentent d'une certaine manière de la subvertir. Donc c'est une manière assez forte, assez convaincante, à mon sens, de révéler une domination et en même temps d'y résister, voire de l'abolir. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Réalisation, Antoine Dabrowski. Musique, Nikki de Waracles, tiré de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.